35 minutes d'échange et de discussion qu'on a préparé. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions. L'idée, c'est de se projeter un petit peu sur des usages qui sont à venir, mais qui sont aujourd'hui quand même bien implantés. Et on va avec des exemples que Constance va nous présenter. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Pierre-Marie Thibault, je suis consultant. J'interviens dans le métier depuis une vingtaine d'années désormais. Et Constance ? Et donc moi je suis Constance, bonjour. Moi j'ai rejoint FanXP pour monter une structure qui s'appelle DataXP, dédiée à la data, adossée donc à la billetterie FanXP. Et moi je viens plutôt du monde du retail et de la tech, donc vous verrez il y a pas mal d'exemples justement qui viennent d'autres industries, parce que notre conviction chez FanXP, notamment du point de vue de la data, c'est que finalement il y a beaucoup de bonnes pratiques à aller chercher dans d'autres industries qu'on peut appliquer à celle de la billetterie. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est l'IA, à quoi sert l'IA dans la billetterie? Et les réponses en général ne vont pas très loin parce qu'on manque de retour d'expérience. On voit bien qu'on vit une accélération sans précédent avec l'IA. Ce matin, Le Monde annonce que la recherche de ces archives se fait avec un chatbot dédié à l'IA, motorisé par l'IA. On utilise l'IA dans plein de sujets, chacun l'utilise toujours au quotidien, on l'utilise tous, il n'y a pas de problème. Maintenant, on aimerait projeter un peu quelques cas d'usage, réflexions assez opérationnelles, pas que théoriques, sur l'usage de l'IA dans la billetterie. Et donc, peut-être qu'on posait une première question, Constance, sur en quoi est-ce que tu penses que c'est une vraie révolution l'IA aujourd'hui pour la billetterie et plus généralement? Déjà, ce qu'on peut se dire, enfin moi il y a une phrase que j'adore d'un chercheur qui s'appelle Roy Amara qui dit les changements technologiques et la technologie a tendance à être surévaluée au départ sur le court terme et sous-évaluée sur le long terme. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on est clairement là-dedans. L'intelligence artificielle, c'est pas un truc nouveau, parce qu'en réalité, depuis les années 70, il y a beaucoup de chercheurs, de data analystes qui travaillent sur l'intelligence artificielle, avec des périodes où il y a des choses qui ont été trouvées, qui ont avancé, et puis d'autres, des périodes où il s'est rien passé dans l'histoire, qu'on a appelé l'hiver de l'IA. Et là, clairement, on voit bien qu'avec l'arrivée notamment de ChatGPT, on a rendu cette technologie à la fois populaire et accessible pour le plus grand nombre dans leur quotidien. Cette techno, en réalité, elle est déjà partout. Ce que ChatGPT a rendu finalement nouveau, ou en tout cas a démocratisé, c'est l'intelligence artificielle générative. Mais l'intelligence artificielle, elle était déjà dans plein d'éléments de notre quotidien. Quand vous utilisez Wave sur votre ordinateur, enfin sur votre portable pour vous repérer, quand vous cherchez un film sur Netflix, en fait, même dans votre quotidien, si vous gérez une billetterie ou du CRM, tous les modèles prédictifs, le simple fait, je ne sais pas, d'envoyer un email par exemple pour l'anniversaire de vos fans, tout ça, en réalité, ce sont des technos qu'on peut lier à l'intelligence artificielle. Le principe de l'intelligence artificielle générative, elle a été rendue possible par trois choses. La première chose, c'est le cloud. Donc le fait d'avoir une puissance de données tout à fait nouvelle, un moteur finalement dans la voiture, beaucoup plus perfectionné et efficient que le reste. La deuxième chose, c'est les algorithmes qui se sont considérablement améliorés ces dernières années avec une croissance extrêmement rapide. Et la troisième chose, c'est la masse de data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous scrollez Internet, quand vous aspirez Internet, finalement, vous avez plus de data qu'on n'en a jamais eu. Et c'est évidemment exponentiel, puisqu'il y a des milliers et des milliers de requêtes qui sont faites à la seconde aujourd'hui partout et qui viennent en fait enrichir ces modèles. Là où l'intelligence artificielle est aujourd'hui une vraie rupture, c'est qu'effectivement, avec le génératif, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer dans nos organisations, que ce soit sur la façon dont on travaille, mais également sur les outils, avec deux objectifs principaux. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et finalement, si on retient ça de cette conférence, c'est à mon avis le message principal, c'est que l'intelligence artificielle, elle va permettre d'aller chercher plus de revenus. Clairement, on travaille sur une croissance de la valeur. Et la deuxième chose, c'est une amélioration de la productivité. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle
bien sûr pour vos fans que vous allez pouvoir avec des nouveaux modules accompagner, mais surtout en interne pour pouvoir gagner en efficience. Alors, est-ce que nos domaines d'activité échappent aux bénéfices de l'IA? Est-ce qu'ils sont concernés? Ou est-ce que ça ne concerne que la presse, que certaines industries, la finance, ou pas? Non, au même titre que, en fait, à partir du moment où vous avez une activité digitale ou tout simplement une organisation avec des collaborateurs, des salariés, évidemment, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas parce que on le voit bien dans nos activités, dans notre domaine d'activité, que ce soit dans le sport ou de la culture. Aujourd'hui, le digital a pris un point extrêmement important, ne serait-ce que sur la commercialisation des billets, mais aussi quand on parle de contenu, aussi quand on parle de relations fans. De cette digitalisation, clairement, il y a des nouveaux usages à créer, et notamment celles autour du contenu. Et quand je dis contenu, c'est contenu multimodal, que ce soit la voix, que ce soit le texte, que ce soit l'image. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de générer ce contenu, alors qu'on prenait un temps fou à le créer. Aujourd'hui, de manière presque automatisée, on va pouvoir le mettre en place. Je vous donne quelques exemples et du coup, j'avance un peu dans le... Oui, en fait, la question, c'est, moi je suis gestionnaire de billetterie, en quoi est-ce que l'IA m'aide? Est-ce qu'elle m'aide à paramétrer mon logiciel ou est-ce que finalement je vais travailler autrement demain et on ne va pas transposer les usages mais les réinventer? Quelques exemples qui existent dans d'autres industries. Par exemple, vous avez tous sur votre site internet notamment, j'imagine, des fiches produits où vous présentez le spectacle, le match, etc. Moi, je viens de chez Maison du Monde, j'étais DSI pour Maison du Monde. On a développé, si vous allez sur le site de Maison du Monde là actuellement, sur l'ensemble des fiches produits, elles sont générées automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rédacteurs qui prennent le temps de construire la fiche produit, rédiger le contenu. Ça va tout simplement chercher, il y a un algorithme qui va chercher dans une base de données des informations et qui crée du contenu. Alors on a évidemment des rédacteurs qui repassent dessus pour s'assurer de la pertinence, voilà. Mais ça c'est typiquement un usage aujourd'hui qui a évolué et qui s'est remplacé. La deuxième chose, c'est l'image. Je vous donne un exemple. Chez VP, tous les bandeaux que vous voyez aujourd'hui, ils sont générés à partir de l'intelligence artificielle. C'est évidemment un gain de temps, mais aussi de créativité et de productivité énorme. Les bandeaux, donc vraiment les images qui étaient construites pour les marques sur vente privée, pendant très longtemps, il y avait des graphistes qui passaient des heures à les concevoir. Aujourd'hui, elles sont conçues en quelques secondes grâce à un prompt. Pourquoi est-ce que ça fait vraiment la différence? C'est que ça fait la différence évidemment d'un point de vue productivité, donc ça c'est un gain énorme en termes de temps et ça permet de remobiliser les équipes sur d'autres sujets, mais ça crée aussi potentiellement de nouvelles expériences. Je vous donne un exemple. Un Netflix aujourd'hui, selon que vous êtes A ou B, va vous présenter des jaquettes de films qui peuvent être différentes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sensible à la même chose. Il y a un film que vous allez avoir envie de voir parce qu'il y a tel comédien et une autre personne parce qu'il y a une thématique qui l'intéresse. Pour rebondir sur cet exemple, je produis un spectacle lyrique. Selon que je m'adresse à mes abonnés ou à un public tout venant, je vais peut-être valoriser le contenu différemment avec plus de pédagogie pour les uns, plus de spécialité pour les autres, et ça en m'appuyant sur des bases de connaissances existantes. Exactement, parce que la connaissance, elle est sur le contenu, mais elle est aussi potentiellement sur le fan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez effectivement que c'est un abonné ou que c'est une personne lambda qui vient juste comme peut-être touriste à Paris ou que sais-je, non seulement le contenu va pouvoir s'adapter, mais en plus potentiellement l'expérience. Et quand je dis l'expérience, c'est voire même les pages de votre site internet. Il y a une solution aujourd'hui qui s'appelle DataYads, qui est une solution super intéressante, qui crée en fait des fiches produits à la volée en fonction de ce que vous avez tapé dans Google. Un exemple, quand vous cherchez ou quand vous tapez dans Google décorer mon salon ou que vous cherchez table basse en bois de hêtre, vous n'êtes pas dans le même niveau d'intention. C'est-à-dire que votre capacité à acheter derrière est évidemment pas au même niveau dans votre élément décisionnel. Typiquement, l'intelligence artificielle permet non seulement de comprendre
cette requête, mais aussi de voir en fait à quelle phase vous en êtes par rapport à la marque et d'adapter le contenu en conséquence. Quand on transpose à notre industrie, que ce soit sur le sport ou la culture ou les loisirs, en réalité, on est tout à fait capable aujourd'hui, par la connaissance que l'on a de nos utilisateurs, de nos fans, mais aussi sur la capacité à capter le bon contenu, d'adapter ces expériences web. Donc, là, tu soulignes un certain nombre d'opportunités pour notre auditoire, hein, pour des responsables de billetterie, mais également pour des éditeurs de logiciels, qui sont d'ouvrir un nouveau champ du possible avec l'IA. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de modifier les choses existantes, mais on ajoute des domaines fonctionnels et des capacités nouvelles. Donc, ce que j'entends, c'est que l'IA aujourd'hui est davantage une opportunité à saisir qu'une menace. On ressent le changement de manière structurelle, toujours comme une menace, une agression. Ça vient nous modifier dans nos habitudes. On est clairement dans cette étape-là aujourd'hui. Il faut comprendre les opportunités liées à ces évolutions de l'IA. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, mon sujet aujourd'hui, il est quelque part de se dire, oui, évidemment, c'est une opportunité de créer de la valeur, d'améliorer la productivité. Mais là où, alors je ne sais pas si on parle de menaces, mais là où en tout cas, il y a un sujet, c'est qu'il faut sélectionner quelque part les bonnes features, les bonnes options et concentrer son énergie et son budget sur les bonnes choses. Là, clairement, je parle de ROI. Je m'explique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est évidemment un moteur d'opportunité pour tout ce que ça peut créer, qu'on vient d'évoquer. En revanche, c'est encore une technologie qui coûte cher d'un plusieurs points de vue. Le premier, c'est le compute. Alors, ce qu'on appelle le compute, c'est presque le fuel qu'on met dans le moteur. Le fait d'interroger des serveurs pour mouliner beaucoup de data, pour en ressortir quelque chose, ça coûte extrêmement cher. Donc, il ne faut évidemment pas se dire, j'ai sur mon site internet certains espaces qui pourraient me faire complètement déborder sur la facture que je paye déjà sur mon infrastructure. Donc là, il y a un vrai sujet de bien dresser le ROI. Le deuxième sujet, c'est être capable également de se dire qu'est-ce qui va être vraiment transformatif, c'est-à-dire que qu'est-ce qui, en termes d'usage, va effectivement améliorer mon expérience et permettre à mon fan de peut-être se sentir mieux, d'avoir un niveau de satisfaction plus élevé, voire même de dépenser plus sur le site, versus au contraire des choses qui pourraient être un peu gadgets. Et aujourd'hui, je trouve que, et c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on regarde dans notre industrie ou dans d'autres, il y a des choses où on se dit, mais évidemment, c'est fondamental. Je vous donne un exemple, la traduction, par exemple. Ça peut coûter une boîte comme Maison du Monde. Je vous donne un exemple, je ne trahis pas de secret en disant ça. C'est une boîte qui dépensait 400 000 € en traduction, en frais de traduction, parce qu'il y a 11 sites dans plusieurs langues, etc. Aujourd'hui, la traduction, elle est faite grâce à l'intelligence artificielle, grâce à de l'outillage, avec en plus un niveau sémantique bien meilleur. Parce qu'en fait, la traduction, c'est quoi? C'est vous prenez un texte en français et on vous le met dans une autre langue. L'intelligence artificielle générative va en fait directement concevoir le texte dans la langue native. Donc au même titre que parfois dans une traduction, il y a un truc quand vous êtes natif qui peut vous dire ça sonne pas français, ça sonne pas. Il y a un truc qui à l'oreille qui est pas bon. Là, au contraire, ça l'est. Donc tout l'enjeu, ça va être de déterminer qu'est-ce qui est vraiment transformatif du point de vue usage, de ce qui peut être peut-être un peu gadget et qui en fait ne sera vite oublié. Et donc, ça engage, l'IA repose sur la donnée. C'est le principe de base, c'est la puissance de calcul et la donnée avec les algorithmes derrière. Ça veut dire que, c'est une question qu'on n'a pas préparée, mais ça veut dire qu'il y a quand même des prérequis à avoir pour pouvoir s'engager sur l'IA. On n'y va pas comme ça. Demain, faire ce que tu viens de dire, on peut bricoler des choses avec ChatGPT, et si on veut les industrialiser, ça veut dire autre chose. Est-ce que, dans ton expérience, tu as peut-être 2-3 conseils de prérequis en termes d'architecture pour engager son système d'information vers l'IA? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'avant de se parler d'intelligence artificielle, ou quand on parle d'intelligence artificielle, on parle forcément de données. C'est-à-dire que si la donnée en amont, elle n'est pas structurée, ça va être très, très compliqué de créer des use cases
intéressants avec de l'intelligence artificielle. Donc de la donnée structurée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que techniquement, il faut que vous ayez une architecture qui, en gros, vous permette de rassembler les données, donc de bien les collecter. Une fois qu'elles sont bien collectées, quelque part, il faut les dédupliquer, les enrichir, bien les ranger. Et seulement après, elles sont quelque part activables et exploitables. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire pour pas que ça coûte une fortune et puis pour que ce soit efficace, surtout, il y a effectivement des étapes préalables. Et pour moi, la première étape, c'est effectivement un data lake. Alors là, le mot a l'air un peu... voilà, ça a l'air un peu technique, mais en fait, quand vous allez en discuter avec les personnes qui gèrent pour vous l'infra, qui gèrent vos développements web, c'est des sujets qui sont plutôt assez matures aujourd'hui et pour des coûts qui ne sont pas exorbitants, ce passage sur un data lake et potentiellement la structuration de la donnée, c'est non seulement un investissement qui est plutôt pérenne, si je puis dire, parce que vous allez pouvoir capitaliser pendant des années dessus, mais surtout, ça reste relativement accessible d'un point de vue technologique. Alors, on parle de data toute la journée. Pourquoi la data, d'après toi, est devenue aussi centrale dans la stratégie des acteurs du sport et de la culture? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi indispensable, alors que ça l'était peut-être moins qu'avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je trouve intéressant, en fait, justement, avec cette arrivée technologique qu'est l'intelligence artificielle, c'est qu'on se rend compte que dans le même temps, alors que d'un point de vue technologique, finalement, on est sur une phase d'accélération très très forte, on a, du point de vue de l'industrie, en même temps, un retour à l'émotion, un retour à la vertu du live. Et ça, je trouve que le Covid a très bien montré ça, c'est-à-dire que d'un point de vue usage, tous et toutes, on s'est considérablement digitalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué de ne pas passer, de ne pas avoir cette étape du digital, quelles que soient nos activités, que ce soit pour payer nos impôts ou que ce soit pour acheter quelque chose en ligne ou que sais-je. Et dans un autre temps, notre vie quotidienne qui est devenue si digitale, finalement, ça a redonné de la place et de la valeur et de la vertu au live. Les gens veulent de l'expérience par ailleurs. Et je pense que ça, tous et toutes, qu'on soit acteurs du sport ou de la culture, on a cette sensation-là de se dire, en fait, plus que jamais, ce qu'on fait a du sens parce que, certes, il y a le digital, mais finalement, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est pas le digital. Ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est l'émotion et ce qu'on va pouvoir créer en tant que club dans la relation avec le fan ou sur un spectacle, l'émotion qui va être générée. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est de se dire, oui, data pour en fait faire mieux ce qu'on l'a fait pendant des années et pour pouvoir se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur et ce qui prend beaucoup plus de valeur, qui est clairement le live. Alors par quoi on commence? Parce que en général, on a nom, prénom, adresse mail, et puis on a quelques idées du centre d'intérêt selon le concert ou l'exposition ou le match. Par quoi on commence? Alors voilà, moi j'ai rien. Par quoi je commence? Pour l'instant, j'ai un système de billetterie et uniquement les noms des clients. Pour moi, déjà, on commence par bien traquer. Pour moi, c'est un fondamental, c'est de se dire, il faut qu'on soit capable, sur son expérience, de déjà comprendre ce qu'on a. Et pour comprendre ce qu'on a, pour mesurer, et puis ensuite pour améliorer, il faut être capable de bien traquer. Ça paraît très bête pour les gens qui ont déjà ça et qui utilisent au quotidien du tracking et l'analytics. Ça vous paraît évident, mais la réalité de ce que nous, on observe alors beaucoup dans les clubs de foot, notamment, c'est que finalement, le tracking, il est souvent très parcellaire. Or, c'est impossible de s'améliorer, c'est impossible de faire mieux et de progresser si à un moment, on n'est pas capable de mesurer. Donc ça, pour moi, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur le socle technologique. On le voit bien aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'écosystèmes digitaux liés à un club ou liés à un spectacle ou à une salle qui sont faits sur plusieurs sites. Donc généralement, j'ai le site qui gère le merch, le site qui gère la billetterie et puis le site qui gère le contenu média. En fait, rien que ça, le fait d'atomiser comme ça le socle technologique, c'est une complexité à laquelle il faut pallier parce que forcément, l'information est déjà divisée sur 3 sites différents.
Et ensuite, et là c'est plutôt du back-office, mais si vous êtes sur 3 sites différents, ça veut dire que potentiellement vous avez peut-être 3 bases de données et que vous avez peut-être votre client merch qui achète un maillot et qui achète un billet, mais vous n'êtes pas capable encore de consolider cette information et de savoir si c'est la même personne. Or, c'est le début de tout, c'est-à-dire avoir un SSO d'un point de vue front, c'est-à-dire que pour le client, il se connecte avec un seul identifiant d'un point de vue expérience, ça paraît fondamental. Vous, en tant qu'utilisateur, si vous devez à chaque fois remplir un compte, évidemment que ça crée de la friction et que ça crée de l'insatisfaction. Mais surtout, derrière, en base de données, si vous avez 2 Monsieur Durand, bah, ça devient quand même très compliqué pour bien comprendre qui il est. Donc vraiment, là, on se parle de connaissance fan et ensuite d'activation. Toi, dans ton expérience, comment tu évalues la capacité d'une solution à bien se parler une solution, quels sont les prérequis que doit avoir une solution pour être capable de parler à d'autres solutions? Bah, en fait, ça c'est un point qui est super intéressant parce que quelque part, nous acteurs du sport et de la culture, on n'est pas sous-équipés. En réalité, on a beaucoup de solutions. On le voit même aujourd'hui quand on se balade au forum, il y a pléthore de solutions sur le marché. Toute la complexité, c'est de se dire, c'est pas tant d'avoir le plus d'outils possible, mais c'est que les outils communiquent entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon outil de billetterie, à un moment, il faut qu'il parle 100% avec mon CRM. Mon outil, ou peut-être mon site qui va gérer le merch, ces informations transactionnelles que j'ai sur le client, sur le fan, il faut que je puisse le croiser avec ma donnée billetterie. Et quand on se dit ça, quand on se parle de ça, on se parle en fait d'un mot un peu moche, mais qu'il faut quand même avoir en tête en se disant, c'est quand même une vision cible à avoir, c'est un référentiel client unique, un référentiel fan unique. À quoi ça sert? C'est de se dire, peut-être que j'ai plein d'outils marché, peut-être que j'ai plein dans ma solution technique des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai développées moi-même, mais derrière, je dois avoir une base de données unique qui fait foi, où j'ai ma donnée à la fois en temps réel, mais surtout j'ai ma donnée propre et bien structurée. Et ça, pour moi, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas ce RCU, tant qu'on n'a pas ce référentiel client unique, se parler de data, ça peut être complexe parce que on a toujours quelque part des rangements à faire. Donc une base de données unique où j'ai tout de manière exhaustive et de manière temps réel, c'est déjà le point de départ de cet écosystème. Je voudrais qu'on parle, sortir un peu de la technique et se projeter sur l'évolution des modèles économiques. Les modèles de revenus aujourd'hui, vont-ils évoluer? Et comment vont-ils évoluer grâce à l'IA? Quelles perspectives on peut se donner? On voit aujourd'hui, vous connaissez vos modèles de revenus. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas encore de boule de cristal, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, que ce soit sur l'évolution des droits TV, que ce soit sur les modèles de subvention, si on est dans le public ou dans le privé d'ailleurs, tout ça évolue très rapidement et on voit bien que chacun au sein de nos organisations, on se questionne sur nos modèles de revenus qui vont fondamentalement devoir évoluer. Pour moi, là où l'IA représente une opportunité, c'est que finalement le fan, notre client final, a quelque peu été sous-évalué. Quand je dis sous-évalué, c'est que finalement, on a laissé pendant très longtemps beaucoup d'acteurs s'intermédier, prendre, en tout cas avec qui on a partagé la valeur, et on s'est aussi retrouvé quelque part avec des expériences qui étaient un peu limitées, qui ne permettaient pas de tirer le plein potentiel du fan. Donc moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que je pense que tout le monde a pris conscience de ça, qu'il fallait au maximum quelque part se désintermédier et essayer de maîtriser la relation fan au maximum. Déjà parce que c'est important pour la qualité de l'expérience. Je vous parle par exemple de second marché. Aujourd'hui, on n'a pas envie de se retrouver avec des fans qui achètent des faux tickets et qui se retrouvent avec
une expérience épouvantable et évidemment victime de fraude. Mais surtout, on a envie quelque part de reprendre la main là-dessus et on voit bien se désintermédier, c'est être capable de faire seul, de faire mieux et quelque part, le bénéfice, c'est qu'on en tire de la valeur. Donc là où l'intelligence artificielle va effectivement bouleverser nos modèles de revenus, c'est que quelque part, ce qu'on va pouvoir automatiser, ce qu'on va pouvoir, là où finalement on mettait beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, on va pouvoir l'automatiser et réinvestir sur des logiques marketing, sur des logiques expérientielles qui vont générer plus de valeur et plus d'impact. Et est-ce que dans cette gestion des revenus, tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir des contenus plus qualitatifs, très chronophages, et est-ce que là-dessus, on peut gagner des coûts, sur les coûts ? Clairement, déjà, on va pouvoir gagner sur les coûts, sur ce qu'on fait déjà. Donc, je vous donne un exemple. Les jaquettes de spectacles ou les annonces de matchs où aujourd'hui on met que les logos des deux clubs parce que ça coûte trop cher. On va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la production de ce contenu-là avec juste un prompt. Donc, exactement comme à titre perso, vous mettez dans le chat GPT, dessine-moi ou crée-moi tel ou tel contenu. Ça, on va pouvoir le faire à l'échelle de nos organisations. Et puis ensuite, il y a en multimodal, c'est-à-dire qu'il y a des contenus nouveaux qu'on va pouvoir créer. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si vous lui donnez par exemple un match de foot, ils sont capables de vous créer un contenu d'un podcast juste en analysant le match. Et là, ça devient extraordinaire parce que ça veut dire que le champ des possibles sur ce qu'on peut inventer en termes de contenu va être exponentiel. Et pourquoi c'est important ? C'est que finalement, on se rend compte que l'intelligence artificielle, c'est pas... c'est pour ça qu'on parlait de menace tout à l'heure. Le sujet, il n'est pas politique ou philosophique de savoir est-ce que c'est une menace versus nos organisations ou nos équipes. Là où c'est un sujet, c'est que potentiellement, on va être concurrent ou en tout cas, on va se battre contre d'autres personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et on voit que très vite, il y a des industries, il y a des acteurs qui l'utilisent déjà vachement bien. Et donc, il faut ouvrir l'œil, si je puis dire, pour être capable de voir les meilleures pratiques et de se dire qu'est-ce qui est transposable chez moi et à quel coût, et est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai un ROI sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, d'observer, de prendre le temps d'observer et de réfléchir, de tester à petite échelle et puis de le déployer, d'essayer d'inventer de nouveaux process, de nouvelles manières de travailler. Ça a des impacts sur l'organisation, sur la manière dont je délègue des tâches dans mon activité. On peut se réinventer, très bien. À quoi on va ressembler si on essaie de se projeter? C'est quoi le profil d'un opérateur culturel ou sportif d'ici, je sais pas, peut-être 5 ans? Quelles seraient les caractéristiques? À quoi va ressembler l'orga de tel ou un tel dans 5 ans? Ouais, c'est important de parler d'organisation parce que quand on se parle d'organisation, on se parle de nos équipes, on se parle de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a presque, en tant que dirigeant, une responsabilité sur l'employabilité de nos équipes. C'est-à-dire que ne pas leur mettre le pied à l'étrier quelque part sur l'intelligence artificielle, c'est un peu condamner l'évolution de leur profil à très court terme, moyen terme en tout cas. Donc il y a un vrai enjeu pour développer l'employabilité de nos collaborateurs à les mettre à l'intelligence artificielle. Ensuite, d'un point de vue organisation, on a quand même des choses, on a des exemples d'organisations culturelles ou sportives qui ont sorti un peu leur épingle du jeu. Je ne sais pas si vous êtes allé aux Jeux Olympiques, mais l'expérience tout applicatif, voire même ce qu'a fait récemment Roland Garros, sont des exemples quand même d'expériences ou de ce à quoi vont ressembler les expériences de demain. Ce qu'il y a derrière que moi je trouve hyper intéressant. Repréciser l'exemple. Oui, exactement. Pour moi, il y a 3 sujets fondamentaux derrière ces expériences. Le premier sujet, c'est qu'il y a un socle
technologique extrêmement solide et unifié. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'un côté l'information, d'un côté le merch, d'un côté la billetterie ou je sais pas quoi, tout est centralisé. Ça, pour moi, c'est un premier critère de réussite parce que aujourd'hui, demander à un fan d'aller dans plusieurs écosystèmes, c'est contre-intuitif en termes de satisfaction et de fluidité de parcours. La deuxième chose, c'est qu'il y a un SSO derrière qui permet justement, quel que soit en réalité comment vous avez construit les choses, qui permet de rendre complètement fluide l'expérience et l'authentification du fan. Et derrière, le SSO est doublé derrière d'un RCU. Ça veut dire qu'il y a un référentiel unique où en fait, un Roland-Garros, un Jeux Olympiques, il a une fois votre contact et quelque part, il va enrichir au fil de son expérience et de son rapport avec le club ou l'organisation, sa fiche produit. Et ça, pour moi, c'est fondamental pour être capable ensuite de bien activer et de créer des scénarios marketing pertinents. La troisième chose, c'est le tout applicatif. Ça, pour moi, c'est un no-brainer. L'idée d'avoir au même endroit le contrôle d'accès, le transactionnel, l'informatif, ça aussi, pour moi, voilà, en termes d'expérience, ça change la donne, déjà parce que ça permet de se désintermédier en tant que juste d'exploitant, et derrière parce qu'en termes d'expérience, ça fluidifie le contrôle d'accès, ça permet aux fans d'être en pleine maîtrise et d'avoir un rapport à la marque qui est complètement centralisé et verticalisé. Qu'est-ce que tu penses de réaction un peu protective qu'on voit aujourd'hui, qui est finalement un gros warning qui vient des DSI, des directions générales, ou plutôt juridiques d'ailleurs, qui disent « Attendez, on voit arriver du shadow IT, où chacun utilise ChatGPT sur son ordinateur pro en balançant dedans des documents de l'entreprise. Tout ça, la data, elle part, on ne sait pas où, aux États-Unis. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un super risque, clairement, parce qu'on voit bien, hein, effectivement, plus vous avez des organisations larges et plus c'est compliqué et complexe de cadrer, de savoir exactement ce qui se passe sur le PC ou sur l'ordinateur de chacun. Donc c'est un élément de complexité énorme. Et j'étais récemment justement à une espèce de table ronde avec plein de DSI. Alors c'est marrant hein, parce que selon les philosophies de chaque boîte, il y en avait qui disaient bah, moi justement je mets en place le plus vite possible pour pouvoir encadrer la pratique, pour former et puis surtout pour relever justement les risques de sécurité, et d'autres qui interdisaient purement et simplement. Donc, il n'y a pas de vérité là-dessus. Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il vaut mieux autoriser, encadrer, former à ces outils-là et comprendre effectivement que même si on est sur un écosystème d'intelligence artificielle complètement hermétique, fait pour votre boîte, il y a quand même des risques parce qu'effectivement, il y a des serveurs qui sont à l'étranger, il y a potentiellement des informations sensibles que vous pouvez mettre dedans. Donc voilà, il faut utiliser correctement. Mais quelque part, il vaut mieux accompagner les équipes à apprendre à utiliser et à en connaître les risques plutôt que tout bonnement interdire. Oui, parce que c'est un commentaire perso, hein, mais interdire, ça veut dire ne rien faire. Ne rien faire, ça veut dire attendre et laisser avancer les autres. Ça veut donc dire aussi constituer une dette technologique. Exactement. Et se retrouver avec une marge d'escalier beaucoup plus haute, voire infranchissable. Et donc, dans 3 ans, 5 ans, quand l'IA aura finement basculé dans tous les usages, c'est se retrouver dans l'incapacité de faire évoluer son SI ou d'avoir des investissements si importants qu'il faudra en même temps changer l'hébergement, le SSO, la billetterie, le CRM, le site internet. Donc le tout intégré en un qui n'évolue pas, c'est créer de la dette technologique. Il faut donc avoir cette capacité d'interopérabilité dont tu parlais tout à l'heure pour pouvoir faire évoluer progressivement chaque pièce du puzzle. Peut-être une question peut-être de c'est quoi ta conviction, voilà, tu l'as bien évoqué, mais voilà, ta vision d'avenir, tu l'as bien évoqué également, mais là, 2-3 conseils, peut-être à récapituler, pour qu'on l'ait tous en tête en sortant de cette réunion-là. On est bon en timing. Je te vois jeter un œil.
premier conseil, je dirais, c'est déjà se faire accompagner parce qu'en fait, à un moment, sur l'intelligence artificielle, quand vous travaillez avec des agences, avec des gens qui font ça toute la journée, ils ont déjà des retours d'expérience qui peuvent vous faire gagner du temps et du coup économiser de l'argent. Je pense qu'il ne faut pas y aller un matin en se réveillant, en se disant ah, j'y vais et j'y vais tous azimuts. Pour moi, il y a une vraie, ne serait-ce que sur la capacité à mesurer le ROI d'un projet. Voilà, il y a des vrais apports sur le marché de gens qui savent le faire. La deuxième chose, c'est de se dire, bah, moi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est-à-dire ne pas se dire, voilà ma vision cible et je vais y aller d'un coup. Non, moi, je crois beaucoup à ce sujet du petit pas, c'est-à-dire de se dire, à un moment, bah, voilà, déjà, si je ne suis pas sur une infrastructure cloud, je commence peut-être par ça. Ensuite, je vais constituer mon RCU et mon data lake et je crée un système de données structuré. Et puis, une fois que j'ai mon système de données structuré, bah, je peux peut-être créer de la segmentation et des choses intelligentes autour de mon fan. Enfin, voilà, il y a quand même des étapes quelque part pour que ce soit efficient et éviter de tomber dans le gadget. Ça, pour moi aussi, c'est un énorme sujet. C'est quoi le dernier gadget que tu as vu? Alors, il y a des trucs... Alors attention, je lance le nom des marques. Non, pas du tout. Je ne vais pas du tout faire ça, mais parce que, en fait, c'est gadget, parce qu'on se rend compte que dans l'usage, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire des trucs auxquels on se dit, ah ouais, c'est génial, le chatbot qui va me répondre en temps réel, machin. Et puis, en fait, on se rend compte que, bon, bah, personne l'utilise parce que l'usage n'est pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais là, mais ça veut dire, en tout cas, à date, il n'est pas forcément là. Donc, il faut éviter l'effet gadget. Et puis, je pense qu'il faut challenger aussi ces prestats. Challenger les gens avec qui vous travaillez pour que nativement aussi les solutions évoluent et embarquent déjà des éléments d'intelligence artificielle. Ok. On arrive à la fin sur la partie questions-réponses. On veut bien donner des réponses. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Voilà. Évidemment, les premiers rangs sont commis d'office. C'était la blague de tout à l'heure, mais sincèrement, est-ce que dans vos expériences, peut-être, dans vos projets en cours, vous sentez poindre une réflexion sur l'IA ou au contraire, personne n'en parle? Est-ce que vous êtes engagé sur un projet CRM? On n'a pas fait d'IA. Est-ce que vous avez vu passer un projet de refonte de site internet où on reste sur un CMS rédigé à la main qui n'utilise pas d'IA? C'est des exemples que vous avez vus, ça, par exemple? Et oui. Ah, merci de me sauver. Pas du tout. Non, je suis du Théâtre de Saint-Maur, donc en région parisienne, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Bleu Citron récemment, et je sais qu'ils souhaitent utiliser l'IA notamment pour leur service après-vente. Donc pour situer, eux, ils sont plutôt dans l'événementiel spectacle vivant. Et voilà, ils cherchaient justement à développer avec l'IA tout leur service après-vente. Donc je ne sais pas vraiment dans quoi ils voulaient partir, mais je sais qu'en tout cas, c'était un projet qui leur tenait à cœur. C'est peut-être un des sujets les plus matures aujourd'hui, c'est l'IA dans la dimension helpdesk SAV. Tu veux en parler peut-être? Bah, pendant des années, en fait, on a rédigé des FAQ. Là, vous avez la possibilité, en fait, d'anticiper toutes les questions qu'on va vous poser. En fait, quand on y réfléchit, un FAQ, c'est le début de ChatGPT, c'est-à-dire vous rédigez les questions et les réponses. Bon, bah là où la techno permet maintenant que en fait, vos clients posent directement les questions et que vous puissiez générer les réponses voilà, en temps réel. Mais quelque part, c'est pas tellement éloigné. Le FAQ, c'est peut-être, on se dira plus tard, mais c'est dingue, c'est vraiment l'ancêtre de l'intelligence artificielle. Mais oui, évidemment, c'est hyper répandu. Vous pouvez le faire potentiellement en multilingue. Donc ça, c'est quand même un truc dingue d'être capable de se dire, je vais pouvoir parler à mon client dans sa langue native, lui répondre sur la question précise qui lui importe. Donc oui, c'est évidemment un des usages fondamentaux qui est déjà là quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'usage de l'IA que vous avez pu voir ou des choses qui vous viennent? Non? Tout va bien? Ou est-ce que dans les éditeurs de logiciels dans la place, il y a des projets sur l'IA ou comment vous aborderiez l'IA? Rendez-vous sur les stands. Eh ben merci. Rendez-vous. Merci à tous alors.